Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Juste pour la pub, on est à Gagny, là, qu'on sent, sans chemin des Bourdons. Hein, voilà, on espère vous retrouver nombreuses aux cours qui sont organisés par Madame Curiel et puis dans le centre de la Torah. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha Témor, dans la paracha de cette semaine, où on parle effectivement de la Sfirat HaOmer. Vous savez, le décompte qu'on fait depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Et dans cette paracha, il est écrit la chose suivante. Usfartem lachem, vous compterez pour vous, mimachorat Shabbat, le lendemain du Shabbat. Alors, le Shabbat, Rachid expliquait que, Chachamim expliquait que, en fait, il ne s'agit pas du Shabbat, le septième jour de la semaine, mais du jour où on chôme, le Shabbat. Et en fait, et il s'agit en fait du lendemain de Pessah. Et pourquoi c'est pas Shabbat? Parce que, quel Shabbat? On ne sait pas, il y a 52 Shabbats dans l'année, c'est pas précisé le Shabbat. Donc, Chachamim nous expliquait qu'il ne s'agit pas du Shabbat, mais du lendemain du jour où on a chômé, c'est-à-dire le lendemain de Yom Tov, comme ça dit Rashi. Shabbat c'est Yom Tov, oui, qui était le lendemain de Pessah. Miyom aviachem et omer atedufa, le jour où vous allez apporter le omer. Le omer c'est une quantité d'orge. Sheva Shabbatot Simot Yena, vous allez devoir compter Sheva Shabbatot, 7 semaines entières. Jusqu'au lendemain du Shabbat Hashvi, du 7e Shabbat, donc le 7 x 7. Tispiru Hamishim Yom. Tispiru, vous devrez compter 50 jours. Vekratem Yichachadashan Hashem, vous apportez une nouvelle offrande, l'Hashem qui sera le jour de Shavuot. Voilà. Donc on nous demande de compter des jours entre Pessah et Shavuot. Indépendamment du Korban, qu'on devait apporter à Pessah, etc., des Korbanot, n'est-ce pas, et de tout ce qu'on devait apporter le jour parce qu'on devait faire la Tenoufa, on devait apporter de l'orge, qui sont les prémices de nos récoltes, parce que qu'est-ce qui va pousser après Pessah? Il n'y a rien qui pousse. En fait, les premières céréales qui poussent, c'est l'orge. Ce sont des céréales, en fait, qu'on donne aux animaux. Oui, et c'est le minimum qu'on apporte, donc on récolte cette orge, et on l'apporte au Kohen, il va faire la Tenoufa, c'est-à-dire qu'il va secouer, il va faire le balancement de cette orge, et ensuite il apportera un sacrifice. Voilà. Et on sait pertinemment qu'on ne pouvait rien consommer de n'importe quelle récolte dès l'instant où on n'avait pas encore apporté ce sacrifice, oui, ce qu'on appelle le Khadash, c'est-à-dire qu'on devait apporter le Homer, et à partir de ce moment-là, on pouvait consommer toutes les récoltes qui pouvaient avoir poussé, récolté, cueilli, moissonné dans cette période. C'est ça le dit de là. Voilà. Mais est-ce qu'il faut on va essayer de réfléchir à travers ce que Kharamim d'expliquer, qu'est-ce que c'est que la Sfirat HaOmer. Alors, on va faire un décompte de jours, oui, qui sont décomptés par des additions de jours, parce que on doit compter finalement 49 jours pour arriver au 50e jour qui est Shavuot, n'est-ce pas? Et indépendamment de ça, c'est marqué Shiva Shavuot, 7 semaines. Évidemment, on a bien compris que 49, c'est 7 fois 7. D'accord. Donc la Torah, pourquoi elle va nous parler de Shavuot, et elle nous parler de décompte de jours. 50 jours, ouais, on aboutit au 50e jour qui font 7 fois 7 plus 1. Voilà, c'est ce que la Torah nous dit. Bon, pourquoi on a décidé de compter d'additionner des jours? Et pourquoi nous parler des semaines? À part ça, le Chinour explique en fait que ces jours, en fait, à quoi ils vont servir? Ils vont servir à pouvoir se préparer au Matan Torah. C'est ça ou pas? Oui. Très bien. Maintenant, comment on se prépare? On compte des jours. 1, 2, 3, il ne faut surtout pas oublier de faire la bracha, il ne faut pas oublier de compter les jours et les semaines, il y a des halakhot de Sfirat HaOmer. Le problème, c'est qu'on a du mal à comprendre en quoi on s'est vraiment préparé sincèrement. On s'est préparé au Matan Torah? Dites non, dites non. Non. Très bien. Donc on ne s'est pas préparé au Matan Torah avec le Matan Torah. Je ne sais pas, quelqu'un qui va rentrer à l'Yeshiva, il va se préparer. Il va rentrer à l'Yeshiva K'tana, il prépare quelqu'un qui va faire des grandes études, il va rentrer dans une grande école, il fait une année de prépa, ça va? Mais qu'est-ce qu'il fait pendant l'année de préparation? On essaie de se préparer pour rentrer dans la grande école, pour rentrer à la Yeshiva. C'est ça, non? Oui? Encore, vous vous sentez prête. Encore, on se sent prêt à accepter la Torah à Shavuot. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des gâteaux. Non. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait, on a compté des jours. Encore, le fait de compter des jours, c'est une préparation. C'est pas une préparation, c'est un décompte. Mais quel contenu je mets dans ces jours? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment? Je pensais qu'il y avait Pierre Cavot à cette période. C'est vrai, mais est-ce que vous... C'est vrai que les Pirkei Avot, c'est beaucoup de philosophie, de morale. Mais est-ce que ça vous prépare au Matan Torah? Et qu'est-ce que veut dire accepter la Torah? Ça aussi, ça commence. C'est quoi accepter la Torah?
Oui, on a dit Naaseh Vinishma. Pourquoi la Sfirat HaOmer, elle va commencer le lendemain de Pessah? Et pas de nous dire, bah, écoutez, on est Pessah, oui, on va faire on va fêter la sortie d'Égypte, et en même temps, on va commencer à compter, parce que on va commencer à compter la Sfirat HaOmer. Non, il fallait que ça se fasse le lendemain. Pourquoi le lendemain de Pessah? Les Machorat à Shabbat. Il fallait pas mélanger les deux. Il ne fallait pas mélanger la sortie d'Égypte, et il fallait surtout pas mélanger le fait qu'on se prépare au matin de Torah. Comme si que l'un était lié à l'autre. Ouais, il fallait pouvoir sortir d'Égypte. Comment? Ben oui, mais on les a juxtaposés, c'est vrai. On ne les a pas mélangés. Ne mélangeons pas tout, c'est ça qu'on a dit. Il ne fallait pas mélanger. Mais non, c'est vrai, il ne fallait pas mélanger. Mais il fallait séparer. Mais pourquoi l'un juste après l'autre? On n'a pas dit, bon, dans une semaine, on fera le Sfirat HaOmer. Non, 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 on sort d'Égypte, et le lendemain, à peine le lendemain, on va commencer la Sfirat HaOmer. On va se préparer au matin de Torah. C'est vrai? À part ça, pourquoi on compte? En général, quand on compte, c'est qu'on dit, voilà, et il nous reste 2 jours avant d'accepter la Torah, avant Shavuot. C'est ça qu'on. Mais quand on a envie, très envie en général, d'atteindre un objectif, n'est-ce pas? Normalement, on compte à compte à rebours. C'est ça. Ouais, quand la fusée va décoller, on ne dit pas 1, 2, 3, 4. Quand le khatani va sauter, là, vous avez vu comment il saute là? On ne dit pas 1, 2, 3, non, on dit 10, 9, 8. Et après, hop, il va sauter où la fusée va décoller. Mais c'est vraiment. C'est d'arriver à l'enthousiasme d'un jour exceptionnel qui est matin de Torah. On aurait dit, ouais, il nous reste 49 jours, allez, en 48, allez, tenez bon, 48, 47. 47. Voilà, c'est comme ça qu'on aurait compté à l'envers. Et là, quel contenu? C'est ça. On voit qu'on compte à l'endroit, c'est vrai. Mais quel contenu je mets dans ces jours? Qu'est-ce que je mets dans ces jours qui va faire que je serai prête? Voilà, je suis prête à recevoir la Torah, ça y est, j'ai pris sur moi, super, je me sens prête. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a dû faire pour s'y préparer? C'est ça la question. Et pourquoi c'est décanté par des semaines? Voilà, il y a des jours, il y a des semaines. Et là, la chale, si j'ai mentionné les jours, sans mentionner les semaines, a posteriori, j'ai fait la Sfirat HaOmer. Et si j'ai compté les semaines sans mentionner les jours, d'après tout le monde, il n'y a pas de Sfirat HaOmer. Ça veut dire j'ai raté la mitzvah. C'est bon? On devait compter le Homer à l'époque du Beth Amikdash parce que le Beth Amikdash était Kayam. On avait une mise à la Torah de compter le Homer. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. D'après le Rav des Poskim, c'est une mise à Rabbanan. Mais juste Zechar Amikdash. Il faut maintenir cette mitzvah pour que le Beth Amikdash soit construit, et là on va de nouveau recompter. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce que ce décompte? Qu'est-ce que veut dire décompter? À part ça, hein, si vraiment vous pensez, et vous avez raison, qu'on va faire une aliyah, c'est-à-dire qu'on va vraiment évoluer jusqu'à arriver à ce jour. Est-ce que l'addition de jours, l'addition d'expérience, l'addition des années, c'est ça qui nous fait évoluer? C'est l'addition. On accumule, voilà, on rajoute un, on rajoute encore un et un. Ou bien que l'évolution d'une personne, elle se fait par palier. Est-ce que l'évolution, elle se quantifie dans des jours passés, dans des années passées? Voilà, elle a 3 ans d'expérience, elle a 10 ans d'expérience. Ou bien non, à un moment donné, il y a un palier. Est-ce que c'est par palier? Ou bien c'est une addition d'années. Voilà, un enfant de 3 ans n'est pas un enfant de 5 ans, un enfant de 5 ans n'est pas un enfant de 8 ans, un enfant de 8 ans n'est pas un enfant de 10 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans. Quelqu'un qui a 13 ans, il va faire sa bar mitzvah. Pardon? Comment? C'est ça. Alors, mais comment ça se réfléchit? C'est ça qui est important de comprendre. Vous avez raison que c'est un peu les deux. Mais est-ce que l'essentiel, c'est l'addition? Ou l'essentiel, c'est de passer un palier? Comment? C'est pas l'addition d'années, c'est pas forcément le temps. Il faut attendre des paliers au travers du temps. C'est vrai. Mais c'est peut-être ça, l'addition de jours plus les paliers, les semaines. Ça veut dire que quand vous arrivez à une semaine, vous êtes la première semaine. Mais le 8e jour, vous n'êtes pas le 8e jour. Vous êtes le premier, on va dire, la première marche du premier étage, qui est la première semaine. Et le 9e jour, c'est une semaine et 2 jours. Vous savez comment on compte? Une semaine et 2 jours. Après, 15 jours, c'est 2 semaines et 1 jour. Vous avez vu comment ça se passe? Comme si on voulait dire quoi? Que celui qui est en rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il voit des immeubles. Mais celui qui est au premier étage, il voit déjà autre chose. Et celui qui est au 2e étage, et celui qui est au 49e étage. Vous avez compris? Au 7e étage, la 49e marche, qu'est-ce qu'il voit? Il a une vue panoramique extraordinaire. Comme si que l'évolution, c'était une capacité à pouvoir voir plus haut. À pouvoir voir, si par exemple vous allez rentrer dans un labyrinthe, bon, quel chemin vous allez emprunter? On n'en savait rien. Mais si un type il est sur la tour, et il voit de haut le labyrinthe, il dit, il avance, tout droit, tourne à droite, à gauche, et tu vas trouver la sortie. Celui qui est tout en haut, il peut voir. Celui qui est tout en bas, il ne voit rien. Ça veut dire qu'on doit avoir une capacité mentale à y voir une force de projection, savoir une capacité d'observation
qui fait que la chorma vous permet de voir. Ezeu chacham, aro et anolad. Ça va? Vous allez voir ce qui va appréhender, ce que vous allez pouvoir appréhender ou ce que les autres vont appréhender parce que vous avez une vision haute. Ça. Mais ça se passe par des paliers. Je m'explique. Il y a une dans Chagiga. La Gemara dit là-bas, elle ramène un passouk. C'est marqué vous shaftem muritem. Vous installerez, vous verrez. Ben Sadik la Racha. Entre un Sadik et un Racha. Ben Orved Elokim. Entre celui qui sert Hachem. Les Eno Avado. De celui qui ne le sert pas. Bon. Là-bas, les Talmidim, ils ont demandé. Mais je comprends pas. Orved Elokim et Noved Elokim. C'est le même que Sadik Racha. Pourquoi la Torah nous parle? Pourquoi on a l'impression que le passouk il est redondant. C'est Tzadik Racha, Oved Elokim, ne l'Oved Elokim. Bah oui, celui qui est Tzadik, c'est celui qui sert Hachem, et celui qui n'est pas, qui est Racha, c'est celui qui ne le sert pas. On a bien compris. Pourquoi cette redondance? La Gemara a expliqué, elle dit non. Et nos domés ne se ressemblent pas. Miché Shoné Pirko, celui qui va répéter son étude, Mea Peamim, 100 fois, de celui qui va répéter Mea Ve'achat Peamim 101 fois. Alors là-dessus, ils étaient encore plus choqués. J'ai bon, oui. Tzadik Racha, Oved Elokim, Oved Elokim. C'est-à-dire que celui qui fait 100, il est Racha, hein, par rapport à 101. Et celui qui a fait 100, il n'est pas Oved Elokim, hein, par rapport à celui qui a fait 101. Mais c'est pas possible, 100 fois, c'est énorme. Quoi, il a juste une différence de 1, il n'est pas Oved Elokim, il ne sert pas à Hachem. Il a juste une différence de 1, il est Racha. Comme ça, demande Agman, j'ai pas compris. Comment tu peux expliquer une chose pareille? Comment interpréter le verset en disant que on parle d'un, c'est quelqu'un qui a été choné Pirko, mais Apami, mais Afradami. Il a pu répéter 100 fois son étude et il est Racha. Alors sur celui-là, il a dit à Machal. Il a dit, ouais, je vais t'expliquer pourquoi. Bon. Il a dit, moi, quand tu vas louer un chamor pour faire 10 par saon, tu vas louer une voiture pour faire 40 km. D'accord? Tu vas louer un chamor, va voir le concessionnaire des chamorim, ouais, et vois les tarifs. Il m'a dit, j'ai regardé les tarifs, 10 par saot, ça veut dire 10 fois 4 km, 40 km, ça coûte un zouz. Bon, combien ça coûte d'en faire 11 par saot? 44 km. Bah, logiquement, j'aurais dit 1,1 zouz. Et il dit, ça c'est bizarre, ça coûte 2 zouz. Voilà ce qu'il a dit Hillel. Voilà ce qu'a dit Hillel. 10 par saot, un zouz. 11 par saot, 11, une de plus. Ça double. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors le Rav Dessler, il explique comme ça. Il dit, tu as compris, tu passes au-dessus de 10, tu doubles ton chiffre. Tu passes au-dessus de 100, tu multiplies par lui-même. Est-ce que vous avez compris? Que quand vous avez passé un palier de 10, de 20, de 30, de 40, il y a des paliers. Mais si tu dépasses le palier, tu multiplies par toi-même ce que tu étais hier. Tu doubles le prix, c'est ça qu'il a voulu dire, Hillel. T'as fait 1, mais c'est quoi, 11, 10, 11, rien. T'as doublé le prix. Ça veut dire que celui qui a 101, il est à un niveau qui est le multiple de ce qu'il était hier, de lui-même de ce qu'il était hier. Évidemment, dans ce cadre-là, tu peux comprendre que si tu veux comparer, bien sûr que 100 c'est énorme, mais comparativement à ce qu'il est devenu le 101, il n'a aucune commune mesure avec le 100. Comme si on disait, celui-là il est Oved Elokim, celui-là il n'est pas Oved Elokim, celui-là il a Racha, celui-là il a Tzadik. Tellement la différence, elle était énormissime. Vous avez compris? Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus? Il a fait l'effort de faire 1. C'est rien de faire 1. Peut-être quand on a fait 100, c'est compliqué de faire 1, c'est vrai. Mais il faut comprendre une chose, c'est que lorsque vous avez passé un palier, vous n'avez plus rien à voir avec ce que vous étiez hier. Pourtant, c'est que 1. Vous avez additionné que 1 de plus. Ça veut dire que la vie est construite sur des paliers. Quand vous voyez par exemple des gens, ils sont à la retraite. D'accord? Il dit à sa femme, tu sais, on est dimanche, allez, je vais astiquer ma voiture. Bon. Je dis pourquoi? Bah écoute, j'ai une super voiture, une belle voiture, je vais nettoyer les jantes, je vais nettoyer la carrosserie, je vais nettoyer l'intérieur, et puis je vais rouler, j'ai une décapotable, je vais enlever la capote de ma voiture, et puis je vais rouler dans la rue, puis j'espère que les gens vont regarder ma voiture quand même. Il est à la retraite. Il a quel âge? Il a 60 ans ou il a 18 ans? 18 ans, moi, je dirais. Il a l'apparence d'un homme de 60 ans. Mais dans sa tête, il a quel âge? Il a 18 ans. Il a 18 ans. Mais c'est pas possible, je rêve comme il a 60 ans. Je lui ai demandé sa carte d'identité, il m'a montré. Il a 60 ans. Il est né en 1962. Je dis, pas possible, il a 60 ans. Qu'est-ce qui réagit comme ça? En fait, vous vous êtes rendu compte qu'il est resté à 18 ans, il est resté au palier de 18. Je dis, mais attendez, mais à 60 ans, on va voir ses petits-enfants, on va voir ses enfants, je sais pas, on a deux choses à faire. Hein? Il n'a pas évolué. Ça veut dire pourquoi?
Parce qu'il est resté stagnant sur le palier numéro 18, lui. Et l'inverse. Rabbi Akiva, il a fait tchouva 40 ans. Vous imaginez que Rabbi Akiva, il va aller au Talmud Torah avec des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, alors qu'il en a 40. Ça veut dire qu'il a 40 ans de retard. Non? Oui. Bah, le pauvre, bah, c'est fini, c'est foutu. Si je dis que l'évolution est une addition d'années, ah, il a 40 ans de retard. Mais si je dis que les 40 ans, ce sont des paliers qu'il a atteints, vous pensez bien qu'il y a quelqu'un qui a 40 ans, qui arrive au Talmud Torah, on lui dit, bon, apprends l'alphabet, bon, il va prendre 5 minutes, on va lui parler de choses qu'un enfant de 12 ans, il va jamais comprendre de sa vie, lui, il a déjà compris, on avance. Il a passé des paliers, donc il va gagner du temps. Vous avez compris? Ça veut dire que le soi-disant temps perdu, en fait, il n'a pas de sens, parce que l'information que vous allez lui donner, elle va sortir filtrée beaucoup plus rapidement ou mieux comprise que quelqu'un qui va avoir 13-14 ans. Parce qu'on a passé des paliers. Vous avez compris? Parce qu'on a passé des paliers. Parce que si c'est une addition, bah évidemment, il a perdu son temps. Mais si vous dites que ce sont des paliers, bon, on peut rattraper parce qu'il a construit sa vie, il a une façon de réfléchir qui est structurée, etc. Ben, l'information, elle va passer différemment que pour un enfant qui est encore en élaboration de synthèse ou de compréhension de... Vous avez compris? Parce que la vie est faite de paliers. Il faut juste savoir qu'il faut évoluer par paliers. Peut-être c'est ça l'idée de... Vous allez compter des jours. Mais vous allez surtout, attention, Shabbat. Vous allez vous arrêter. Il y a un palier qui s'appelle... C'est comme on fait... Il y a des gens... ils sont acharnés au travail, mais ils ne s'arrêtent jamais parce qu'ils ne sont jamais contentés de ce qu'ils font. Et à un moment donné, ils s'essoufflent. Quand est-ce que tu vas un jour jouir du palier de la réussite de ta vie? Vous avez bien vu que nous, on travaille la semaine, on s'arrête Shabbat, et on repart dimanche et on s'arrête Shabbat, non? Ça veut dire qu'il y a des paliers. On ne fait pas discontinu sans s'arrêter, non. Tu travailles la semaine, mais il faut que Shabbat, Zachor, et tu vas Shabbat les Kadeshos. Rappelle-toi du Shabbat quand tu vas t'en rappeler? Ben, la semaine. Organise ta semaine pour que le jour du Shabbat, tu puisses dire j'ai fait ce que j'ai fait, bon, je rentre sereinement dans mon Shabbat. Il faut organiser sa vie, vous avez compris ou pas? Pour que tu puisses rentrer dans ton Shabbat, Taranout. Et après tu redémarres. Tu vas asseoir chez toi le fait d'être satisfait d'avoir réussi quelque chose. Et tu repars avec. Ce sont, on appelle des paliers, ça. Des paliers d'évolution, des paliers d'existence. D'où on sait que c'est important de le faire. Il y a marqué dans la Torah, dans Parashat Vayetze, c'est marqué que Yaakov, il a rencontré Rachel. Il a été voir son beau-père. Il a dit, je vais épouser Rachel. Mais il lui a dit, je vais travailler 7 ans pour toi. 7 ans. Ça vous paraît long ou pas? Un petit peu. Légèrement. Légèrement. Il dit, je vais travailler 7 ans pour toi. Bon, c'est surprenant que c'est Yaakov qui propose 7 ans. En général, le Khatan, il dit à son beau-père, écoutez, si on peut faire ça en 3 mois, ça m'arrange. Non, mais lui, il a dit 7 ans, c'est énorme. Qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué bizarrement, c'est marqué Vaya Avod, Yaakov et Rachel. Effectivement, il a travaillé Yaakov pour Rachel. Sheva Shanim, 7 années. Vehayu Be'enav, elles étaient à ses yeux. Ke Yamim Achadim. Yamim Achad, Echad. Yamim Achadim, comme des jours, Echad, comptés. Quand il s'est passé 7 ans, pour lui, c'est passé une semaine. Hein. Be'avato Ota. Dit le verset, Be'avato Ota. Par amour pour elle. Ça vous va ou pas? C'est passé vite par amour pour elle. C'est passé vite par amour pour elle. C'est logique ou pas? C'est pas logique. Hein? Comme il était tellement motivé, il aimait tellement qu'il n'a pas eu le temps passer. Bah vous savez quoi? Je sais pas, moi je sais que quand on aime quelqu'un, c'est l'enfer d'attendre. Ça va? Je sais pas, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'enfer d'attendre. Quelqu'un, tu lui dis, pourquoi ils veulent se marier vite les gens? Parce que c'est l'enfer d'attendre. Mais lui, par contre, je sais pas comment il aimait sa femme, parce qu'il a attendu cet homme et c'est passé vite. Mais je sais pas comment il aimait sa femme, Yaakov Avinu, j'ai pas compris. Quelqu'un, tu lui dis, je sais pas comme vous avez compris, c'est pas logique. Mais il savait pourquoi il travaillait. Ouais. Donc ça ne coûte rien parce qu'il savait que... Mais vous savez que vous allez vous marier à la choupasse avec votre mari, vous le savez ou pas? Bon, et alors c'est facile d'attendre? Bah alors comment ça s'entend? Si vous aimez votre mari, je veux me marier avec mon mari, j'attends pas, moi je suis... Et là c'est l'inverse, comment c'est possible? Par amour, c'est passé vite, comment il aimait sa femme, j'ai pas compris comment il aimait sa femme. Il connaissait son beau-père. Hein? Il connaissait son beau-père. Oui. Il pensait qu'il n'allait pas accepter moi. Peut-être. Mais c'est bizarre que la Torah nous a informés juste pour nous dire ça, quoi. La Torah, c'est un livre d'information. Donc, vous avez son beau-père. C'est léger pour nous, quoi, c'est léger.
C'est un problème personnel. Mais est-ce que la Torah nous raconte des problèmes de Yaakov Avinu? Ou la Torah, c'est des enseignements? Les enseignements. Très bien. Donc, qu'est-ce que nous, on apprend de là? Vous voulez se préparer. C'est ça. Alors, écoutez-moi bien. Il y a deux façons de vivre les choses. Des fois, les choses, elles passent vite. Par exemple, vous avez fait des études. Et quelqu'un, une fille, elle a fait 5 ans d'études. Quelqu'un est parti à la yeshiva, il a fait 5 ans d'yeshiva avant de se marier. Tu dis que ça va, c'est passé vite ou pas? Un clin d'œil. Comme j'avais une fois interrogé, on était à Strasbourg, et à vous rappeler, je sais pas, vous vous rappelez, à Aix-les-Bains, ils avaient fêté les 50 ans du séminaire. Vous vous rappelez? Bon, il y a déjà quelques dizaines d'années. On était à Strasbourg, il y avait le Rav Kahn qui était le directeur de l'école, du séminaire. Je lui dis, dites-moi, 50 ans, ça va? Ça s'est passé comment? Il me dit qu'il y a un un clin d'œil. 50 ans! 50 ans, c'est énorme. C'était bien. Mais comment c'est possible que ça soit passé vite, 50 ans vite? Bon. Quand vous demandez à quelqu'un qui fait des études, il dit, j'ai rien vu passer. Ça va? Pourquoi des fois c'est rapide? Alors qu'on a des objectifs communs. Hein? Quelqu'un qui veut se marier, bah, il a un objectif. Quelqu'un qui veut réussir un diplôme, il veut rentrer les cheveux. On a tout un objectif qui est commun. Seulement des fois c'est rapide, des fois c'est pas rapide. C'est bizarre quand même. C'est par l'acceptation de la situation. C'est-à-dire? Si j'accepte que c'est comme ça, alors ça va. Mais j'accepte que c'est comme ça. Les capacités. Mais j'ai pas envie d'attendre. J'accepte qu'il faut se marier, mais j'ai pas envie d'attendre. Je sais, j'ai pas envie d'attendre. Ah, mais les vacances, ça passe très vite, non? Ouais. Bah, parce que quand c'est un plaisir ou quoi, bah, ça passe beaucoup plus vite que quand on va faire une journée d'école. Mais pourquoi d'avoir le plaisir de se marier, c'est long? Et d'avoir le plaisir de passer des vacances, c'est court. Parce que c'est un investissement. Il investissait, lui. C'était une construction jusqu'au mariage. C'est ça, parce que le fait d'attendre. Alors, c'est quoi la différence fondamentale? Quand vous dites construction, c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Chaque jour, comme c'est comme un peu enfin, je pense que c'est là où il y a un mot. Chaque jour qui arrivait vers la Rouba, c'était une construction. En quoi elle se C'était construit? un pas vers la Qu'est-ce Rouba. qu'il a fait pour se construire vers la Rouba? Il a aimé après. Donc c'est Il y a marqué, il l'a fait par amour. Bah, je pense que la différence, elle est comme ça. Ce qui est long, vous écoutez mieux. Hein. Ce qui est long, c'est d'attendre d'avoir. Si par exemple, vous avez promis à votre enfant, écoute, si tu réussis ton permis, je t'achète une voiture. J'ai pas compris. Attends, j'ai bien entendu. Si tu réussis ton permis, je t'achète une voiture. Ah, super motivé, le garçon super motivé. Il va vite apprendre le code par cœur, évidemment. Il va rater le code une fois, après il va bosser comme un fou, il va pas dormir de la nuit, il va l'avoir la deuxième fois. La conduite, bon, il a raté une fois parce qu'il panique, et la deuxième fois, il l'a eu. Il dit, papa, tu sais quoi? J'ai mon permis! Et, j'ai mon permis! Il dit, ah, Mazal Tov, qu'est-ce que j'espérais ce jour, fantastique, Mazal Tov. Bah, papa, la voiture. La voiture? Quoi, la voiture? La voiture, tu m'as dit, la voiture? Bah, bien sûr, la voiture, mais dans 7 ans. C'est dur d'attendre d'avoir. Mais c'est jamais long d'être. Quelqu'un qui passe des examens, on lui dit, tu sais quoi, l'examen c'est dans un mois. Attends, mais vous rigolez ou quoi? Mais je suis pas prêt. Si je vais me marier, et on dit c'est dans 3 mois, en vérité, si je sais ce que c'est que le mariage, si je sais ce que c'est que partager, si je sais qu'il faut être un mari idéal, si je sais qu'il faut être un père idéal, si je sais quoi, qu'est-ce que je vais répondre, si je veux avoir des enfants parfaits, combien de temps vous croyez que ça prend pour y arriver? Est-ce que vous êtes prête? Alors vous savez ce qu'il a pensé Yaakov Avinu? Il a dit, vous savez, pour arriver à ça, il me faut 7 ans. Je veux Mitato Shenema. Voilà, mon grand-père, il n'a pas réussi, il a eu Ishmaël. Mon père, il a eu Esav, mais moi, il faut que Mitato Shenema, il faut que mes enfants soient parfaits. En vérité, vos enfants vont ressembler à ce que vous êtes. Alors, je vais faire un travail sur moi-même. Je vais être un père parfait, un mari parfait. Mais vous savez pourquoi je vais le faire? Je vais être par amour pour ma femme. C'est ça qu'il a pensé Yaakov Avinu. Be'avato ota. Et comme il s'est fait un programme, il a dit voilà, qu'est-ce que je vais étudier? Je vais étudier ça, 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 ça. Quand vous faites des études, ben, vous avez des cours. Vous avez des contrôles, vous avez des examens, et en fait, jour après jour, vous apprenez, et en fait, vous ne vous rendez pas compte du temps passé parce que je suis pris dans mon... Quand vous dites les vacances sont passées vite, parce que chaque jour, on a fait quelque chose, mais j'étais prisonnière du temps passé. Mais quand je suis en attente, je suis là, j'attends, voilà, on est là. Mais pourquoi t'attends? Mais j'attends le jour de mon mariage. Ben, c'est long d'attendre. C'est long d'être passif en espérant avoir. Mais on n'espère pas avoir son mari ni avoir sa femme. Dis-moi, moi, je veux ma femme près de moi, je veux mon mari près de moi, mais on ne cherche pas à avoir. On cherche à être.
Est-ce que tu te sens la femme compétente pour arriver à soutenir ton mari? Est-ce que tu te sens compétente pour avoir des enfants? Est-ce que tu penses que tu es expérimenté dans le chinour? Est-ce que tu penses que tu as vraiment tout compris dans le mariage? Ben, il faut étudier, évidemment. Et les gens disent, on verra, c'est bon, ça va, laissez-moi tranquille. On se mariera et on verra, de toute façon on s'aime. On va y arriver. Et puis on tombe dans des murs, on a un mari qui est en face de soi, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est. Ben, c'est comme ça, mais évidemment que c'est comme ça. De nature. Vous êtes des femmes et vous avez en face de vous un homme. De nature, est-ce qu'on est compatible? De nature. Ben non, vous allez acheter, vous allez au Galeries Lafayette, vous dites pas à mon mari, tu vas me conseiller la robe. Ben non, je vais demander à une femme de m'aider à chercher un parfum. Et un garçon, il va aller jouer au bowling, il va parler à sa femme. Ben, il va jouer au foot, il va dire, tu vas m'aider, tu vas marquer des buts. Ça marche pas, on n'est pas de la même nature. En fait, c'est plus contre soi qu'avec soi. Mais essayez de comprendre comment je vais m'arranger pour vivre avec quelqu'un qui est un peu contre moi. Vous avez compris ça? C'est ça qui est l'ego. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Mais ça se prépare, ça. Combien de temps il a pensé Yaakov Avinu? Il a dit, pour moi, 7 ans. Nous, on dit au plus vite possible. Mais si tu veux avoir, évidemment que c'est long d'attendre, mais si tu penses que tu es, est-ce que tu penses sincèrement que tu es apte? Est-ce que tu penses sincèrement que la préparation, elle est faite déjà? Est-ce que ce monde-là, d'appréhension du mariage, tu l'as pris en charge? Est-ce que tu as été mécabellette d'être la femme mariée? Là, tu es la femme célibataire. Mais la femme mariée, c'est la femme. Après, tu deviens la mère. Après, tu deviens la belle-mère. Après, tu deviens la grand-mère. Il y a des étapes d'évolution chez une femme. Comparez votre grand-mère avec votre mère. Comparez-vous avec votre grand-mère. Regardez l'attitude que vous avez avec vos enfants et regardez l'attitude de votre grand-mère. Mais votre grand-mère, c'était une mère. Mais comment ça se fait qu'elle arrive à avoir une relation avec mes enfants qui est différente de la mienne? Parce que vous avez la responsabilité de vos enfants qu'elle n'a pas. Vous avez compris, ce sont des étapes dans la vie d'une femme. C'est ça. Donc on voit que la vie, elle se fait par paliers. Il faut accepter les paliers, mais il faut se préparer. C'est ça que je vous explique. La différence fondamentale entre quelqu'un qui s'est préparé et quelqu'un qui ne s'est pas préparé. Quelqu'un qui ne s'est pas préparé, c'est quelqu'un qui cherche à avoir. Quelqu'un qui se prépare, c'est quelqu'un qui cherche à être. Et quand on cherche à être quelqu'un, c'est différent. On n'est pas pressé. Parce que j'ai peur de ne pas être. Quand vous avez un examen dans 3 mois, vous dites voilà, est-ce que j'aurai le temps de finir mon programme? Et on dit c'est dans 1 semaine. Mais c'est pas possible, il faut repousser l'examen, c'est pas possible. Mais pourquoi t'es pas pressé d'avoir ton diplôme? Mais mon diplôme, c'est mon niveau de compétence. Mais mon niveau de compétence, c'est ce que je dois être. Et j'ai peur de ne pas l'être. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt à être la personne qui va réussir son examen. Je suis pas prêt à être la personne qui va pouvoir entrer à l'Yeshiva. Laissez-moi. Mais et préparer une traboura, faire quelque chose. Ben oui, je sais, mais on va m'interroger. Et tu sais, le Rav, il va te recevoir dans 1 semaine, t'es prêt ou pas? Non, je suis pas prêt, attendez, mais vous pouvez pas repousser le rendez-vous? Mais je sais pas, oui, t'as envie de rentrer à l'Yeshiva ou pas? Bien sûr. Après, t'es pas pressé Pourquoi t'es pas pressé d'y arriver? Parce que je suis pas prêt à être la personne adéquate. Vous avez compris la différence entre être et avoir? C'est-à-dire que quand on est pressé, ça fait peur. Parce que ça veut dire qu'on cherche à avoir quelque chose près de soi. Et c'est pas ça aimer. Aimer, c'est ce qu'a dit Yaakov Avinu. Je vais me préparer par amour pour elle. Vous avez compris la différence? Je vais le faire parce qu'elle doit être heureuse. Je vais le faire parce que mes enfants, ils vont être les victimes de ce que je ne suis pas. Et ça, j'ai pas envie qu'ils souffrent parce que je ne suis pas capable de m'occuper d'eux. Je ne suis pas capable de leur répondre. Je ne suis pas capable d'être un vrai père. Je ne suis pas un exemple pour eux. Non, il faut que je me prépare. Vous avez compris ça, la différence? C'est ça. Peut-être que c'est l'idée de Shavuot. Mais la plupart des mariages maintenant, c'est rapide. Mal à la sauce tomate. Mais c'est ce que disent les Ashkenazim, mal à la sauce tomate. La sauce, mal à la sauce tomate. Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est ça, il faut comprendre ça. Maintenant, vous savez, dans les Pirkei Avot, on a sûrement une réponse. Comme ça explique les Chazal. On a une réponse dans les Pirkei Avot. Regardez ce qui est marqué dans les Pirkei Avot. On est dans le 6e chapitre. Vous voyez? Le 6e chapitre, il parle essentiellement de la Torah. Ouais, essentiellement hein, de la Torah. On dit l'avantage d'étudier la Torah et l'avantage comment dire, de ce qu'on peut atteindre dans l'étude de la Torah. Alors là-bas, c'est marqué comme ça. Je vous lis le texte, d'accord? On est dans le 6e Perek, la 6e Mishnah. C'est marqué Gedola Torah Yotermina Keuna. On dit que la Torah, Gedola Torah, elle est plus grande la Torah, on ne sait pas pourquoi, mais plus que la Keuna, que d'être un Kohen. Ou Mena Malchut, d'être un roi. De quoi il s'agit quoi? Gadol. Alors, on explique chez Malchut, pour être roi, Niknit Beshushim Ma'alot. Vous savez que Shmuel Hanavi, il a écrit
30 qualités humaines qu'il faut avoir pour être roi. 30. Et ça, c'est plus que d'être un Kohen. Parce que la Keuna, Be'esrim Ve'arba. Pour être un vrai Kohen, les compétences d'un Kohen, il faut avoir 24 Ma'alot. 24 valeurs essentielles pour pouvoir être un Kohen. Par contre, la Torah, Niknit. La Torah Niknit. Ça veut dire quoi Niknit? Elle est acquise. C'est quoi ça veut dire quoi être acquise? Ça veut dire être su. C'est quoi l'acquisition de la Torah? Niknit. L'intégrer. C'est pas simple d'intégrer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer la Torah? Pour savoir la Torah, vous avez compris la différence entre savoir et acquise? Vous avez compris la différence entre savoir? Vous avez des gens, ils savent, mais ils ne savent pas réagir à ce qu'ils savent. Est-ce qu'elle est acquise? L'information est acquise? Elle est sue, elle est photographiée, elle est photocopiée, elle est imprimée, si vous voulez. Mais est-ce qu'elle est acquise? Ça veut dire que je suis capable de réagir à ce que je sais. C'est ce qu'on appelle le da'at. Quand vous allez dans la Gemara dit un enfant n'a pas de da'at. C'est-à-dire quoi qu'il n'a pas de da'at? Hein? Comment? Il n'a pas de da'at, ça veut dire qu'il n'est pas capable de réagir à ce que vous lui avez dit. Mais ça fait 10 fois que je te répète. Mais où t'as la tête? Ah, excuse-moi maman, j'ai pas fait attention. Ah oui, j'ai oublié. Ah, excuse-moi, j'ai oublié. Mais tu avais l'information ou pas? Oui. Mais incapable de réagir à ce qu'il sait. Il n'a pas de da'at. Ça va? Le da'at, c'est le lien qui existe entre la connaissance et la capacité de réaction dans la vie. Il se passe quelque chose. Normalement, tu devrais réagir en fonction de la connaissance que tu as. Oui, mais il ne réagit pas. Il n'y a pas de da'at. Il n'y a pas que les enfants, hein, je vous rassure. Je parlais pas de notre mari. J'ai dit, non, hein? C'est la différence entre le savoir et le savoir-faire. Exactement. Mais le savoir-faire, c'est la capacité de réaction. Je réagis à ce que je sais. Ça va? Ok. Mais la Torah, elle est niknit, donc c'est ça. Mais arba'im veshmonet dvarim. Il faut 48 valeurs. Il y a combien de jours entre Pessah et Shavuot? 49. Alors on explique, chaque jour tu vas travailler sur une valeur. Et le 49e jour, tu vas faire la synthèse de tout ce que tu as, sur quoi tu as travaillé. Et là, je pense que tu es prête à accepter la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un travail préliminaire à faire, d'acceptation de la Torah, mais il y a des principes. Comment tu vas accepter la Torah? D'accord? Quand on dit accepter la Torah, ça veut dire beaucoup de choses, vous allez comprendre. Parce que vous allez voir que ce sont des ma'alot. Des fois, elles sont ben chavero, des fois, elles sont personnelles. Alors, je donne un exemple. La première chose que dit la Pirkei Avot, c'est Talmud. Talmud. Ça veut dire qu'il faut étudier la Torah. Ça va? Ça veut dire qu'il faut avoir de la connaissance, le maximum de connaissances possible. Le Talmud, c'est quoi le Talmud? Ben, vous avez le Chumash. Ça va? Le Chumash, c'est la concentration de la Chorma d'Hachem. Concentration, tout est synthétisé dans des mots. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris ce qui est marqué, mais fondamentalement, je ne sais pas. Alors vous avez la Mishnah, vous avez la Gemara, vous avez Rishi, vous avez Tosfot, vous avez le Ran, vous avez Nukes, vous avez Rabban, le Ritva, le Rajbal, le Rambam. On a essayé de décanter. Qu'est-ce que pouvoir dire? Chacun dit Amshad, et chaque chose est vraie. Mais après, il y a la Lacha, vous avez compris? Mais qu'est-ce que c'est que le Talmud? Le Talmud, c'est la capacité, c'est le génie en fait. C'est de sortir tout ce qui est concentré dans la Torah. Alors il faut être capable de savoir. Première chose, d'abord, il faut savoir. Mais pour savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Alors il y a marqué Talmud. Après il y a marqué Shmiat Haozen. Comment ça se traduit? Shmiat Haozen. Shmiat, l'écoute de l'oreille. Parce que vous écoutez avec quoi, vous? Shmiat Haozen. Évidemment, Shmiat Haozen. L'écoute de l'oreille, évidemment. J'écoute pas avec mes pieds, moi je suis pas comme ça, vous avez compris. Ça veut dire quoi, Shmiat Haozen? Hein? Chazak. Donc c'est-à-dire que Ozen, ça vient exclure autre chose. Il y a marqué l'oreille. Attention, l'oreille, hein, l'oreille, mais pas quoi? Pas le cœur, c'est vrai. Pas hein? La tête. Vous avez remarqué qu'il y a des gens, vous parlez à des gens, hein, ça vous arrive des fois, vous commencez votre phrase, et vous dites, j'ai compris, ça va, j'ai compris. Non mais vous n'avez même pas fini votre phrase, hein. Genre, je te connais, écoute, je ressens ce que tu sais, je sais ce que tu vas dire. Ça vous arrive, pas? Ou alors ils interprètent quelque chose qu'on n'a pas dit. Attendez, j'ai pas fini. J'ai dit, je vous commençais à peine à parler, j'ai dit, ben ça va, c'est bon, j'ai compris, ça va, c'est bon. C'est très intelligent. Des fois ça marche, Khazak, il a compris ce que j'avais voulu dire, mais il n'y avait aucun rapport, des fois, ça n'avait rien à voir avec mais c'est pas ce que je voulais te dire. Laisse-moi finir ma phrase. Ouais? C'est quoi son problème?
Mais il n'est pas à l'écoute, il n'est pas à l'écoute, justement. L'orgueil. Non, il n'est pas à l'écoute. Tu ne l'as pas. En fait, le problème, c'est qu'il réfléchit en écoutant. Tu sais quoi? Tu lui parles, il a tout compris, monsieur. Madame, elle a tout compris. Hein. Mais pourquoi tu réfléchis? Parce que qu'est-ce que... Ou tu as de la chance, tu as juste interprété de façon, la bonne manière qu'il ait voulu dire, c'est bien, super. Mais des fois, c'est gravissime. Parce que tu sais quoi? Il n'a pas fini sa phrase et il est parti. Mais toi, tu es sûr qu'il a dit ça. Hein? Alors qu'il a dit ça? Pas forcément, on ne sait pas. Mais pourquoi tu réfléchis en écoutant? Il ne faut pas réfléchir. Il faut écouter. Oui, il n'est pas à l'écoute. Écoutez-moi bien. Écoute bien ce qu'il a dit. Et après, tu peux réfléchir. Parce que est-ce que c'est ça? Tu lis la Torah. Bon, tu lis Rashi. Mais tu laisses pas finir Rashi. Ou alors tu lis Rashi avec des émotions. On va parler de la chéroute, hein, Pessar. Moi, la liberté, moi, je suis un philosophe, hein, j'ai pensé, tout ça. Et je sais que j'ai peur. Que quand je vais lire Rashi, je vais croire que ce qu'il a dit, c'est ce que je pense. Et donc, le problème, c'est que je vais vous dire, raconter, voilà, mais j'ai peur de vous dire ce que je pense, c'est parce qu'il est marqué dans Rashi. Ah ouais. Shmiata Ozen. Tu te tais, tu écoutes Rashi, tu écoutes, tu répètes, tu redis, t'as bien entendu, t'es sûr que t'as bien entendu? Alors tu peux réfléchir. C'est l'objectivité. Attendez, c'est comme à l'école, mais exactement, à l'école. On a fait une dissertation, le prof il m'a marqué HS, BC. HS, BC. HS, BC. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous avez fait hors sujet, monsieur? Je dis, comment ça hors sujet? Mais attendez, mais comment ça hors sujet? Je dis, oui, mais attendez, c'était pas le sujet, vous avez traité un sujet qui n'avait rien à voir avec le titre. Mais j'ai pas compris, mais... Après, il me dit, mais non, il fallait relire 3 fois l'énoncé avant de commencer à réfléchir. Vous avez quoi? Pourquoi? Parce que le problème, c'est que j'ai réfléchi en lisant. Est-ce que tu as bien entendu ce que le texte dit ou pas? Tu as bien entendu? Là, tu peux réfléchir. Mais t'as pas écouté, en fait, tu as réfléchi. Ou tu as ressenti. Tu as dit, ouais, ce sujet philosophique, je sens... Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la gravité du problème. C'est que les personnes ont juste oublié d'écouter. Et si toute l'information que tu vas percevoir, elle dépend de ton écoute, alors tu vas risquer d'introduire en toi des fausses notions et de penser que c'est ça la Torah et de vivre avec, alors que c'est complètement faux parce que tu ne sais pas écouter. Kinyan la Torah, ça va se faire au début dans l'objectivité de l'écoute. Apprends à écouter les gens. Apprends à écouter le texte. Apprends à écouter la Torah. Apprends à écouter tes chachamim. Apprends à écouter. T'es sûr d'avoir bien entendu? Je me rappelle une fois, j'étais une fois avec Aix-les-Bains, on était parti à Shavuot là-bas. Il y avait le Rav Yitzhak Veil. Il y a un élève, il est venu lui poser une question. Il lui pose une question. Après, il dit, répète-moi la question. J'avais pas compris. Moi, je l'ai entendu la question. Il dit, répète-moi la question. Et après qu'il ait répété 2 fois, il dit, ok, alors c'est ça la halakha. Et ça, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il a eu peur d'écouter ce qu'il avait envie d'entendre. Et pas forcément ce qu'il a voulu lui demander. Vous avez compris la différence? Ça veut dire qu'on demande à ce que l'écoute soit objective pour être sûr et certaine que c'est ça qui est marqué dans la Torah et pas que j'invente des trucs. Ça va? Ça, c'est une chose à comprendre. Première chose, ça s'appelle un kinyan, ça. C'est-à-dire qu'il faut travailler cette écoute, oui, pour ne pas faire d'autres sujets, pour ne pas être tronqué la Torah, pour ne pas donner une information qui est fausse dans la Torah, qui est mon information et pas l'information de la Torah. C'est Torah Tachem, c'est pas Torah de monsieur et madame. Vous avez compris? Oui. Une question alors, quel est l'intérêt des marloquettes? Comment ça se fait qu'il y ait des marloquettes? Alors la marloquette s'explique souvent. Le Rambam il explique qu'il y a eu des pogroms, il y a eu des gens qui n'ont pas pu tuer Torah, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il a dit ça, mais comment ça s'interprète? Je ne me souviens plus de l'explication qu'il a donnée. Alors il va y avoir une marloquette. Ça c'est une explication halachique. Et il y a une autre explication qui est de dire qu'une marloquette dans la Gada par exemple, dans tout ce qui est de chasse, il n'y a pas de marloquette. À chaque fois que vous avez deux opinions, il n'y a pas de marloquette. C'est 2 façons de voir. Par exemple, vous avez cette bouteille, Ben moi je vous dis, ben moi j'ai vu, il y a marqué Elena. Ouais. Et l'autre il dit, mais tu plaisantes, il y a marqué cristalline. Ben j'ai pas compris. Mais il marque l'enquête, il y a marqué cristalline, il y a marqué Elena. En vérité, ben, la vision que j'ai, disons l'orientation de la vision de la bouteille, c'est Elena. Et l'autre il voit là. Ouais. L'autre il croit au Christ et à Staline. Je dis, non, tu t'es trompé, non, c'est Elena, c'est pas... Bon. Vous avez compris qu'il n'y a pas de marloquette en fait, c'est la façon de voir. C'est une interprétation. Mais elle est émette. Par exemple, alors je vous dis, c'est ça les chazal. Mais même Rachid,
Non, Chazé Shalom. Rashi, attendez, je vous explique un truc. Il faut que vous sachiez les clanim. Il y a des clanim. Est-ce que Rashi vient, c'est un philosophe, Rashi Est-ce que Rashi il a dit un truc de sa tête? Mais non, pas du tout. Il a dit Tantrouma, Mechilta, Maseret Yoma, Maseret Baba. Mais regardez, Rashi, il ramène des références. Est-ce que Rashi, il dit Nireli? Bah, c'est très rare, Rashi dit Nireli, c'est oh, il dit, ou alors dans l'Akbar, il dit j'ai entendu mon rave, il m'a dit il n'y a jamais quelque chose de soi, jamais. C'est que je fais que. Je vais te dire, c'est quoi la difficulté de Rashi? Rashi, la difficulté, c'est de dire le pshat. C'est ça qu'il dit, moi, tout ce que j'ai lu, bâti les cannes pour dire le pshat. C'est quoi le pshat? Le premier sens littéral du texte. Après, il y a le midrash, après, il y a le remez, après, il y a le soto, c'est pas mon domaine. Moi, il a dit, des fois, Rashi met des midrashim, il me dit, les filles à midrash, les filles. Mais lui, il m'a dit, mon problème personnel, c'est d'engager le pshat, de vous expliquer le pshat. Mais c'est très compliqué. Vous avez des, je sais pas, vous avez un pshat, vous ouvrez le midrash. Combien d'explications dans le midrash? Il est où le pshat? Le sens littéral, c'est lequel? C'est celui, lui, il a dit, la chorma de Rashi, c'est ça le pshat. Vous avez compris? Mais ça veut dire que Rashi jamais va vous inventer quelque chose. Attendez, je vous explique. J'entends, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un kinyan. Kinyan à Torah, ça veut dire que c'est pas n'importe qui va vous dire le pshat. Vous avez compris? Il faut des kinyanim. Mais les kinyanim, c'est pas seulement d'être intelligent. C'est est-ce que nous c'est Olchavero? Est-ce que dans les Kavzurut? Aucun rapport. Mais c'est des midotes, c'est des mahalotes. Il faut avoir une perception humaine très très forte pour être sûr et certain, on va dire comme ça. Il faut un petit peu ressembler à Hachem pour pouvoir dire la Torah. Est-ce qu'on peut être totalement neutre? Ça veut dire qu'il faut que ce soit. Il y a un kinyan à. Alors, mais vous avez compris ce que je vous ai dit? Shmiat Haozen, déjà, avoir l'humilité d'écouter les gens. Ça va? C'est des. Voilà. Après, il y a marqué, je vous dis, j'ai pas beaucoup de temps, mais je juste vous donner dans quelques temps, vous allez comprendre les mahalot, c'est qu'une mahala. Pour acquérir la Torah, je vous parle, pour acquérir la Torah. Déjà, il faut savoir écouter les gens. Donc, il faut savoir écouter. Après, il y a marqué Arichat Sfataim. En français, ça veut dire Arichat Sfataim. Comment ça se traduit? Arichat Sfataim. Sfataim. Les lèvres. Arichat. Arichat, on dit Shulchan Aruch. Aruch. Dresser les lèvres. Vous avez compris? Alors, on explique que c'est la capacité d'articuler les messages. Articulation du message. Arichat Sfataim. Ouais, ça veut dire quoi? J'articule. C'est quoi articulation? C'est de dire. Il y a des gens qui vont dire, on va parler d'un sujet, ok? Alors je vais vous dire, je vais vous parler de, je sais pas moi, Babakama, après Bemsia, Midrash Trouma, machin. Vous avez compris ou pas? J'ai rien compris ce qu'il a dit, Laura. Tout est brouillon, j'ai rien compris. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas d'objectif d'arriver à une conclusion en démontrant logiquement le résultat qu'on peut atteindre. Il n'y a pas d'arichat sfataim. C'est-à-dire, au départ, on dit la capacité qu'on a d'entendre. Ça, c'est celui qui va entendre. Mais celui qui va articuler la pensée, s'il est brouillon, s'il est flou, s'il est tordu, ça ne passera pas, vous comprenez ou pas? Donc, il faut que la personne, on ait compris le fil conducteur. Il y a une ligne conductrice dans la démonstration. On sait d'où il est parti, on sait d'où il vient, il a posé des questions, c'était objectif, c'était structuré. C'est ça, non? Pour être sûr que j'ai posé une question, alors qu'est-ce que vous en pensez? On donne une réponse comme ça. Ah, elle vous contente ou pas? Non, parce qu'il y a ça. Ah, d'accord, donc on va être obligé de dire comme ça. Et on va changer ça. Il y a une démonstration, vous avez compris? Finalement, on est obligé de dire que la vérité, c'est ça. On arrive à une conclusion, mais c'était logique. Vous avez compris? C'était cohérent. On a suivi le fil conducteur. C'est pas qu'il a sorti des sujets n'importe quoi, il a fait une chouchouka, on n'a rien compris. Vous avez compris? Arichat Sfataim, ça veut dire d'articuler la pensée. Ça veut dire qu'il faut être logique. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ne sont pas logiques. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ne savent pas mettre en ordre les choses. Ça va? Etc. etc. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ne savent pas mettre des priorités dans la vie. Il y a un ordre de priorité, oui ou non? Eh bien, ils ne savent pas ordonner dans leur tête. Alors, ils vont dire, ah, j'aurais dû faire ça, j'ai pas fait ça, et blablabla. Ben non, mais c'est... Avec la Tzfataim, il faut capable que ce que tu vas dire, c'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Donc, essaie de coordonner ta pensée. Parce que les gens qui vont t'écouter, ils vont recevoir la Torah. Mais pour que ce soit un kinyan, qui soit un objectif, deux, qui soit cohérent, il faut Eshmiat Haozen et Arichat Sfataim. Vous avez compris ce que je veux dire? Ensuite, il y a marqué Binat Alev. Binat Alev. Bina, c'est quoi la Bina? Le discernement, l'intuition. Il y a la Chorma. C'est quoi la Chorma? L'intelligence, la connaissance. Il y a la bibliothèque. C'est la Chorma. La Bina, le discernement. C'est quoi la différence entre... Ça, c'est une Mishnah, ça, c'est une Gemara, ça, c'est un Shulchan Aruch, ça, c'est un Tour, ça, c'est un Bet Yosef,
Vous avez compris? Quelle différence il y a entre les livres? Et le date, on a dit, c'est le lien. Le lien, ça veut dire que j'ai appris une chose et je suis lié à l'information et donc je vais réagir à l'information, ça s'appelle le date. Bina t'alève, c'est paradoxal, Bina c'est intellectuel et l'élève émotionnel. Comment on arrive à mélanger, à mêler les deux? C'est dangereux de mêler les deux, non? C'est pas dangereux de mêler la Bina avec le lève, avec le cœur. La Bina c'est l'intelligence, la capacité de réflexion, la capacité de nuance et le lève. Mais j'ai peur que je vais faire des différences par émotion. Et l'émotion, si elle est fausse, ma différence est fausse. Vous avez compris? Comment on peut mêler les deux? C'est compliqué de mêler le binat à lèvres. Hein? En plus. Donc, C'est bien de faire les deux. j'en prie, mais dans quelle mesure c'est juste? C'est ça. Mais c'est justement ça mon quoi. Mais comment quelqu'un, hein, imaginez-vous une fille, elle fait un chidour, et elle voit un garçon, et il est très joli, très beau, machin. Il dit, c'est lui, je vais épouser. Attends, mais tu le connais pas? C'est lui. Et à chaque fois, il dit, mais non, mais il a ce problème, c'est lui. Bon, il y a du lèvre, il n'y a pas de bina. Vous avez compris? Parce qu'on peut être influencé, aveuglé par quelqu'un, sans vouloir réfléchir, parce que si vous réfléchissez, vous allez souffrir. Ah, il ne faut pas réfléchir. Vous allez souffrir. Si on dit, mais il est comme ça. Ah, mais si je sais, mais je vais souffrir de m'en séparer, mais c'est pas possible d'en séparer. Vous comprenez? Bina talève, c'est compliqué ça. Comment tu arrives à trouver la bonne mesure entre le lève et la bina? C'est ça qui est compliqué. C'est quoi bina talève? Alors, il faut comprendre. Comme c'est qu'il fallait mêler l'intellect avec la... On dit chokhmat lev. Vous avez vu dans les textes marqué chacham lev. Pourquoi chacham lev? Un exemple. Dans la Torah. Essayez de me répondre. D'accord? Parce que je vous pose. Une fois Paro, il a décrété que les garçons qui allaient naître, on allait les jeter au Nil. Ça va? Dit l'Agma dans Sota, qu'est-ce qu'il a décidé Amram, Gadol Adoraya? Amram Gadol Adoraya. Parce qu'il faut savoir que Minashamaïm, les Lévi'im, n'ont pas participé au Sherbut Mitzraïm. Que Paro, il a dit comme ça. C'est vous qui décidez. Les intellectuels, qu'est-ce qu'ils veulent étudier? Les Lévi'im, ils ont dit non, on veut étudier la Torah. Ok. Et les autres, nous, on préfère travailler. Ça va? Comme ça dit le Ramban, Nachmanide dans le... Et où c'est marqué ça? C'est marqué dans le Zohar. Il est marqué Bechomer ou Bilvenim ou Bechol Avoda Basade. Bechomer ou Bilvenim, Bechomer, ils ont fabriqué du bitume, les Venim des briques, ou Kol Avoda Basade, tous les travaux dans les champs. Comme ça c'est marqué dans le texte, oui? Le Zohar il dit c'est quoi Chomer? Il dit c'est Kalva Chomer. C'est quoi les Venim? C'est Binyanesh El Torah. Tu avais le choix, moi chérie. Ou tu vas à l'Eshiva, ou tu vas travailler. C'est comme tu veux. Il y a des gens qui ont fait des Kalva Chomer. Mais chacun il a fait Armel. Il a œuvré, il s'est fatigué. Mais c'est une fatigue intellectuelle dans la Torah. Et où tu fais ça? Il y a des gens qui ont étudié la Torah tout le temps, c'est les Lévi'im. Et il y avait un Gadol Ador qui s'appelait Amram. Ça va? Qui était le fils de Kehat. Gadol Adoraya. Ok. Qu'est-ce qu'il a décidé? Amram, il a décidé de divorcer. Pourquoi? Est-ce qu'en tant que père, homme responsable, je peux engendrer un enfant en sachant que dans le doute, on va le tuer? À votre avis? C'est une chéla, non? C'est une question, non? Est-ce que je devrais faire supporter à mon épouse d'être tombée enceinte pendant 9 mois et que son bonheur d'être mère, il va disparaître parce que dans le doute, c'est un garçon, on va jeter au Nil? J'ai le droit de faire ça? Hein? Dites non. Très bien. Ça va plus vite. Ben, je pense que c'est ce qu'il a pensé. Gadol Ador, il a dit, ma responsabilité de Rav, Gadol Ador, est autant que mon épouse. Hein? On est l'exemple, le couple exemplaire, voilà, le couple témoin de... Et ben tout le monde, il a divorcé, tout le monde a divorcé. Ça va? Myriam, elle vient, elle dit à son père, papa, tu sais quoi? Tu fais pire que Paro. Il dit pourquoi? Ben parce que Paro, bon, c'est vrai qu'il tue les garçons, mais les filles, elles vivent. Or, toi, si tu te prives d'avoir des enfants, tu prives les filles de vivre. Razak. Et les garçons, bon, ils vont être jetés au Nil, ils vont mourir, c'est vrai. Mais ils vont où après? Ils vont au Gan Eden. Alors que toi, tu prives tes enfants du Gan Eden. Tu fais pire que Paro. Ça va? Vous avez compris? Il a dit, mais bien sûr, tu as raison, il a embrassé sa fille, et il a répudié sa femme, et on a eu mon cher Rabbeinu. J'ai juste pas compris un truc. Gadol Adoraya. C'est bon? Ça veut dire qu'il est le plus chacham de la génération, et le plus Yireh Shamayim de la génération. Le plus religieux et le plus intelligent. C'est vrai ou pas? Mais sa fille, comment sa fille, elle a trouvé la solution que lui n'avait pas pensé? Comment sa fille, avec la Yirat Hashem qu'elle avait, elle a été beaucoup plus cohérente que son père? J'ai pas compris. Hein? Comment? Parce qu'elle a réussi à avoir plus de... Alors expliquez-moi, je veux juste une explication. Je veux pas des mots. Elle n'a pas laissé parler son cœur, elle a laissé prendre l'intuition. Mais lui, les Gadol Ador. Oui, mais
Gadol adore. Lui, il est dans la situation, elle est Les pères, c'est un père. plus dur quand on est dedans. C'est quoi le pchat? Il avait une responsabilité, il était pas capable de juger, il était trop responsable. Et pourquoi sa fille elle a vu? Parce qu'elle était Elle n'a pas ce poids elle sur était les épaules. extérieure. C'est-à-dire? Elle était pas aussi concernée que lui. Voilà, elle était pas mère, Elle elle n'a pas le poids. pour avoir le discernement que l'on n'a pas. Je pense qu'elle était, oui, concernée. Pas concernée. Écoutez-moi bien. Je suis Myriam. Ça va? Je vois mon père et je vois Paro. Je dis, si mon père c'est Paro, il me laisse vivre. Si mon père est mon père, il me tue. Vous avez compris ou pas? Mais ça, c'est je suis une fille. Hein. Et si je suis un garçon? Ben, Paro, il me tue, bon, mais il m'envoie au Gan Eden. Mais mon père, il m'envoie pas au Gan Eden. Vous avez compris ça? Ça veut dire que dans le raisonnement que j'ai tenu, il manquait un personnage. Il manquait l'enfant. Depuis quand tu décides pour l'enfant? Vous avez compris? Si je m'étais mis à la place de l'enfant, j'aurais dit oui, tu n'existeras pas. Ah bon, de quel droit tu fais que je n'existe pas? Vous avez compris? Le problème du gadol, le problème, c'est que quand vous avez bien dit, vous avez dit quand on est responsable, je suis mère de famille, je suis machin, en fait, je me sens responsabilisé parce que j'ai un rôle. C'est vrai ou pas? Et je dis, mais c'est ça que je dois faire, c'est ça. Le problème, c'est que j'ai décidé, peut-être au détriment de l'enfant, je ne sais pas ce qu'il pense l'enfant. Il manquait juste un raisonnement, mais il va devoir subir mes choix. Mais est-ce que ces choix, je vais lui faire subir un choix, mais est-ce que vraiment c'est ce qu'il aurait aimé, tu crois? Tu dis, j'ai pensé à moi, j'ai pensé à ma femme, et j'ai juste pas pensé à l'enfant. Vous avez compris ou pas? Binat Alev. Il faut avoir la sensibilité de tous les éléments présents. Il faut te mettre dans la peau de celui qui va subir tes choix. Parce qu'il va subir ton choix. Tu dis, je ne veux pas me marier, je ne veux pas avoir d'enfant, j'ai compris, mais l'autre, il a une neshama qui veut vivre, elle est bonne. Ou l'enfant, il veut vivre. De quel droit tu te permets de décider sur le dos des autres? Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ça? C'est ça, Binat Alev. On va mêler les sentiments, la halakha, elle va changer, parce qu'on a introduit, non pas de façon cartésienne un raisonnement, mais parce qu'on a mis du lève. Quel lève? Pas le lève de ton intérêt, pas le lève de l'intérêt, l'image que tu représentes, le message que tu veux passer, la souffrance de ta femme, ta souffrance personnelle. Ça, c'est personnel, ça. Mais il est où l'enfant dans l'histoire? Il n'y a pas, vous avez compris? Alors Binat Alev, c'est pour ça que sa fille, elle a rattrapé. Pourquoi? Parce qu'elle dit, mais moi, je suis l'enfant. C'est moi qui vais subir ton choix, papa. Moi, je suis né avant. Ok, j'ai pas de problème. Mais l'enfant qui voudrait naître, si c'est une fille, elle ne pourra pas vivre, alors que par où il la laisse vivre? Si c'est un garçon, il va partir au Gan Eden, alors que tu le prives du Gan Eden. Ça va pas. Vous avez compris? C'est ça qu'il a compris. Qu'au final, il n'avait pas eu le lève. Il a eu la chorma, hein, mais il n'a pas eu le lève. Le lève lequel? Celui de se mettre à la place de celui qui va subir son choix. Vous avez compris ça? Mais il n'est pas encore né, cet enfant. Comment? Il n'est pas encore né. Il est comme le taureau, encore né. Mais on ne peut pas rajouter une personne dans le personnage s'il n'est pas là. On parle d'un choix. Il a divorcé. Il a fait un choix. Et tout le monde a divorcé. C'est-à-dire que tous les jeunes qui vont se marier, ils ne pourront pas se marier. Ils ne pourront pas avoir d'enfant parce que lui, il a décidé. Vous avez compris? Gadol Adoraya, ça veut dire que tout le monde a calqué ce qu'il a fait. Est-ce que c'est ça la notion de conscience? Exactement. Vous savez, une fois, exactement. Et c'est pour ça que je pas d'un kinyan. Vous savez, une fois, on a été voir le Chazonish. Il y a un médecin, lorsque le président était souffrant, il était vieux, hein. Ils ont été voir le Chazonish, il dit, vous savez, Rav, il faut mettre moins d'intensité dans votre étude, il faut aller dormir plus tôt, etc., etc. Bon. Il a réfléchi, il a dit, je peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que ma maison, elle est en face de la Yeshiva de Ponyovitch. Bon. Les élèves de Ponyovitch, ils scrutent ma maison. Et tant que la lumière est allumée, ils vont dire, ah, le Chazonish, il étudie. Mais non, vous connaissez la Yeshiva de Ponyovitch. La Yeshiva de Ponyovitch, elle est en haut d'une colline. Enfin, pour monter les marches, pour y arriver, il y a 200 marches. Donc elle est au sommet de Ponyovitch. Elle est au sommet de Bnei Brak. Et les gens qui habitent à Bnei Brak, ils voient la Yeshiva de Ponyovitch. Donc si le Chazonish, il arrête d'étudier à une certaine heure, alors la Yeshiva de Ponyovitch, ça va s'éteindre, les lumières vont s'éteindre avant. Et les gens qui vont voir la lumière s'éteindre, ils vont aller dormir. Il dit, c'est pas pour moi, c'est pour la Torah. La respect de la Torah. Binat Alev. Ça veut dire qu'elle dit, je peux pas. Parce que si j'arrête, c'est pas moi le problème. Moi, mais je suis obligé de laisser, et je suis obligé que la Torah s'étudie à Bnei Brak, c'est pas possible autrement. Donc, et si j'arrête avant, ils vont suivre son exemple. Il a compris qu'en fait, il allait être un mauvais exemple. Ou du moins, il allait engendrer un bitul Torah énormissime dans. Et les gens qui écoutent, qui vont à Bnei Brak, ils sont aussi, c'est le phare d'Israël. Donc, les gens aussi en Israël, ils vont étudier. Moi, vous avez compris ce qui va se passer? En fait, il a compris la responsabilité qu'il avait et qu'elle pouvait engendrer aux yeux de ceux qui allaient prendre exemple le Chazonish comme référence de Torah. Vous avez compris ce qui se passe? Binat Alev. Vous avez compris? Il ne faut pas chercher son intérêt forcément personnel, mais savoir qu'est-ce que peut engendrer son choix. Et ce que ça peut engendrer, ça peut être des fois
Ouais, parce qu'il a compris et il a ressenti. Ça va? Il faut les deux. Ça va? Il faut avoir une capacité mentale à réfléchir, mais il faut mettre une émotion pour savoir est-ce qu'effectivement ça se sent ou ça se sent pas. Est-ce que ça se ressent ce que vous pensez ou pas? Vous avez compris? Ça fait partie des kinyanim de la Torah, ça. Kinyan à Torah. Ça veut dire qu'il faut avoir une binat alev. Vous avez compris? Ensuite, Emma. Il y a la Emma et la ira. La Emma, c'est la peur, la ira, c'est la crainte. Ce sont des midotes. La peur. La peur de quoi? La ira. C'est quoi la ira de ses parents? C'est quoi la ira de ses parents? Il est marqué Ish, Imo, Ve'aviv, Tiraou. La ira de ses parents, c'est quoi la peur? C'est quoi? Très bien. Donc la ira ou la ira Tachem, c'est pareil. Vous avez compris que vous avez un privilège extraordinaire d'être juive. Vous avez un privilège d'être femme de Torah. C'est un privilège extraordinaire. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, vous avez eu ce privilège. Qui c'est qui vous a permis d'être? Et qui c'est qui a permis vos parents? Hachem. Hachem. Parce que j'ai rien décidé, mes parents sont froux, ils sont dans la Torah grâce à Dieu. Moi j'ai choisi d'être. Parce que les circonstances ont fait que. Mais qui c'est qui a créé la circonstance? C'est Hachem. Alors, le minimum c'est d'avoir de la reconnaissance. Oui ou non? Est-ce que j'ai pas finalement peur de décevoir celui qui m'a attribué ce privilège? Ça s'appelle la ira, ça. J'ai peur de décevoir mes parents. J'ai peur de mal agir. J'ai peur de ne pas les respecter. J'ai peur de ne pas tenir compte de leur opinion. Vous avez compris? J'ai peur, vous savez, quand vous dites il m'arrive une situation dans ma vie, qu'est-ce qu'Hachem il pense de cette situation pour me l'avoir envoyée? Et qu'est-ce qu'il pense que je dois faire pour pouvoir le contenter dans ses choix? Vous avez compris ou pas? C'est ça la hiérarchie Hachem. C'est pas d'être comme ça. Quand Myriam et Yochebed, on leur a dit écoutez, les garçons qui naîtront, vous les tuerez, hein, et les filles, vous les laisserez vivre. On s'adresse à des femmes, hein, et on s'adresse à des sages-femmes. C'est-à-dire, de demander à une femme de tuer un garçon, Leicester. Une sage-femme qui a pour vocation de donner naissance et de permettre à une femme d'être mère, et ce bonheur d'être mère, a fortiori qu'elle ne pourra pas. C'est vrai ou pas? C'est humain. Pourtant, c'est marqué parce qu'elles étaient Yireh Elohim, Hachem. Elles étaient Yireh Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Yireh Elohim? C'est pas de la Yirat Shamayim, ça, c'est humain. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Vous avez compris ou pas? C'est quoi la Yirat Shamayim? Hein? Mais peux tuer, je ne tuerai jamais, moi! Ben, c'est ce que Hachem veut, super! Mais c'est pas des Yirat Shamayim, ça. Je ne tue pas parce qu'Hachem me Hein? l'a ordonné. Comment? Je ne tue pas parce qu'Hachem me l'a ordonné, pas parce que Et moi comment? je pense que c'est quelque chose. Ça veut dire quoi, ne pas? Mais de toute façon, c'était logique. Vous l'auriez fait. Il avait rien dit, Hachem, vous l'auriez fait ou pas? Non, vous avez raison, c'est logique. C'est tout, c'est humain! Et nous, on doit justement réfléchir de manière à vous dire, c'est pas parce que c'est logique que je. Est-ce que c'est ça est-ce que ça, dans ce cadre-là, c'est ça le sens de ce que ça veut dire, à votre avis? De toute façon, j'aurais jamais tué personne. Ça va? Peut-être qu'elle aurait préféré se suicider que de faire ça. C'est bon? Donc c'est pas d'être ordonné pour une chose qui est naturellement comme ça. Si je vous dis, il faut manger, madame, hein? Et, je vais pas geler toute ma vie, c'est impossible. Donc, je vais manger, c'est sûr que je vais manger. J'ai pas besoin de vous le dire pour le faire, ça va? Qu'est-ce que ça veut dire la Yirat Shamayim ici? C'est comme ça, écoutez bien. La Yirat Shamayim, ce serait ça. Pourquoi Hachem m'a envoyé cette situation pareille? Et pourquoi j'ai désigné moi pour faire un truc aussi horrible que ça? Ça va? Vous savez, la Yirat Shamayim, c'est ça. Un jour, Hachem il a dit à Abraham, tes enfants, ils sortiront d'Égypte. Tes enfants, ils vont recevoir la Torah. Alors, je ne vais pas le faire parce que ça m'est insupportable. Je ne vais pas le faire parce que je veux réaliser la promesse qu'Hachem il a faite à Abraham. La Yirat Shamayim. Ces enfants, ils doivent vivre. Ils doivent sortir d'Égypte. Ils vont recevoir la Torah. Je le fais parce que je sais qu'il y a un projet derrière ce que je vais faire. Je ne réfléchis pas dans mon intérêt. Je réfléchis dans l'intérêt qu'Hachem il avait de me proposer cette situation. Pourquoi j'ai été choisi moi pour voir? Vous avez compris? La femme de Amram, la fille de Amram, c'est bizarre. C'est parce que derrière la Yirat Shamayim, c'est de savoir, je vis une situation, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi à ce moment-là? J'étudie la Torah pour arriver à appréhender une situation qui, aux yeux de la Torah et d'Hachem, me permet d'être éclairé par ce que je dois faire. Ça s'appelle la Yirat Shamayim, ça. C'est pas la Yira de qu'est-ce qu'elle va dire ma mère, elle va me faire une punition, elle va tout piquer, je ne sais pas ce qu'elle va me faire. Non, ça c'est l'enfant, ça. Mais l'adulte, il réfléchit autrement. En fait, c'est le respect qui permet d'avoir peur. Mais la peur, c'est la peur de décevoir, la peur de mal agir, la peur de ne pas être en adéquation avec ce que Hachem espère, ou ma mère espère de moi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Elle m'a tellement donné, je ne vais pas la décevoir. C'est plus Mais- de reconnaissance.
c'est quelque chose qui est articulé au départ par du respect, et que parce que j'ai respecté la personne, alors j'ai peur de casser cette relation, j'ai peur de ne pas être en adéquation, j'ai peur de ne pas être... Tout le pouvoir qu'elle m'a donné, c'est ce que je suis, donc elle soit fière de moi. Qu'Hachem, il sache que ce que je vais faire, ça correspond à ce qu'il espère, vous avez compris? C'est ça la Hirat Shamayim. Mais ça fait partie des midotes, des malades, vous avez compris, c'est ça? Il y a du travail ou pas? En fait, on fait, Bon. toujours quelque chose pour l'autre, jamais pour soi. J'entends, oui, ça veut dire qu'il faut réfléchir à le Torah. C'est ça le truc. Vous avez compris? Selon la Torah. Razak, mesdames.